qui est la coordonnatrice des services éducatifs de l'AQCPE, qui va venir nous entretenir en fait de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et des défis qui nous attendent, tout ça positivement. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez au fond? Ça va-tu s'il n'y a pas de micro? C'est beau. J'avoue que si je suis là, je vais me sentir comme un peu confinée. On peut le détacher. Oui, mais si vous m'entendez, mais on se donne une consigne. Si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe. Et puis, j'irai au micro. Ça me fera plaisir. C'est important qu'on puisse être tout le monde ensemble et qu'on puisse donc entendre le message. Donc, je suis Lucie Champagne de l'AQCPE, donc l'Association québécoise des centres de petite enfance. Donc, je vais compliquer la vie à Alain, qui déjà est en train de dire « Oh non, c'est pas sérieux! » Il n'y a pas de problème. Mais je vais faire le choix de m'adresser à tout le monde plutôt que juste à vous. C'est bon, ça? C'est bien correct. OK. Donc, si je vous retrace un peu mon parcours, donc j'étais vraiment comme excitée de ça, parce que je me disais, ah, wow, c'est des gens qui sont là, qui font ce boulot-là, qui demandent tellement de passion, qui demandent tellement aussi, particulièrement à ce temps-ci de l'année, beaucoup d'énergie pour finaliser les corrections et le petit dernier sprint. Mais donc, au tout début, quand j'ai commencé à enseigner, c'est vraiment, j'étais rattachée, comme chargée de cours, rattachée au département de psychologie. Et j'ai pu rapidement être mis en contact avec technique d'éducation à l'enfance. Parce que, évidemment, il y a tout l'aspect du développement de l'enfant. Donc, moi, c'était cégep Haute-Yamaska, puis par la suite, au cégep Édouard-Montpetit. Donc, où est-ce que j'ai été appelée à être avec des futures éducatrices. Et c'est vraiment là que j'ai eu un coup de cœur aussi pour ce secteur-là. Et comme je vous dis, j'ai commencé en 98. 98, ding, 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 qu'est-ce que ça dit? Création du réseau. Les programmes éducatifs, la politique familiale. Donc, rapidement, en 99, j'ai une collègue à moi qui enseignait vraiment technique d'éducation à l'enfance de façon plus pointue. Qui me dit, écoute, c'est l'explosion, les réseaux des centres de petite enfance qui sont là, particulièrement le milieu familial. Et donc, on se retrouve avec une demande incroyable de formation sur le développement de l'enfant. Donc, très humblement, à ce moment-là, je vous dirais, centre de petite enfance, je savais parce que ce qui était dans les nouvelles, ce qui était présent, la réalité comme telle, j'avoue que je ne la connaissais que peu. Mais bon, j'ai plongé quand même et j'ai vraiment eu un coup de cœur et je dirais même un coup de foudre. Parce que très rapidement, cette réalité-là m'a happée, m'a saisie et j'ai envie de dire que c'est à ce moment-là aussi que j'ai arrêté d'enseigner au cégep pour vraiment me consacrer à la formation dans les centres de petite enfance et tant volet installation que volet familial. Donc, parce que je trouvais que c'était une belle effervescence, parce que j'avais aussi un coup de foudre pour le programme éducatif qui, à l'époque, ne s'appelait pas Accueillir la petite enfance, mais qui était là. Donc, cette approche-là, ces valeurs-là, ces fameux 5 principes de base-là, qui parlaient non seulement d'une approche éducative, mais qui, pour moi, était une approche humaniste, qui était vraiment par rapport à l'être humain. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est le premier agent de son développement. Le développement de l'être humain est global, donc de le voir dans toutes ses parties. On dit l'enfant prend par le jeu, mais l'être humain est dans le plaisir. Tantôt, il y avait Sylvie et compagnie. Oui, Sylvie. Elle est partie. Mon Dieu! Accueil! Donc, Sylvie, tantôt, quand on a présenté le groupe, vous avez dit, on est comité plaisir. Donc, oui, l'être humain, le plaisir est important. Le 5e principe qui parle de collaboration entre les parents, personnels, éducateurs, mais pour moi, c'est l'être humain en collaboration, en communauté, ensemble. Vous vous retrouvez ici aujourd'hui pour être ensemble. Oui, vous avez vos gangs dans chacun de vos cégeps respectifs, mais en même temps, vous avez envie de vous retrouver, d'être là ensemble, de collaborer, et c'est ce qui favorise le développement harmonieux d'un service qu'on offre à des étudiants, mais harmonieux de cette préoccupation-là qu'on a pour un réseau qu'on veut de qualité. Donc voilà, c'est ce coup de foudre-là et ce coup de cœur-là que j'ai eu à ce moment-là et qui ne se dément pas depuis. Donc
pendant 15-20 ans, une quinzaine d'années, j'ai donné de la formation. Et en 2013, je suis arrivée à la QCPE, où est-ce que je peux continuer de porter ce message-là, mais de continuer à soutenir les milieux aussi, à être porteur de ce message-là, mais non seulement porteur du message, mais de l'actualiser au quotidien. Donc voilà. C'est bon? Ça vous donne un peu où est-ce que je me retrouve. Si on regarde, alors Marc, c'est le Magdalena, mais là c'est Marc. Alors, à la QCPE, c'est la mission de la QCPE, quelque chose d'un peu formel, qui dit que la QCPE exerce pour le réseau des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Donc, simplement savoir qu'à la QCPE, c'est sûr que d'abord et avant tout, c'est un organisme qui est là pour défendre le réseau des CPE, particulièrement auprès du gouvernement. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a beaucoup de boulot. Donc, d'aller défendre la qualité des services, d'aller défendre ce réseau-là qui se doit d'être là, d'être maintenu pour ce qu'il est. On va voir d'ailleurs un peu plus loin qu'est-ce qu'on entend par réseau, qu'est-ce qu'on entend par qualité du réseau. On dit qu'il y a plusieurs, être un leadership national au niveau de plusieurs enjeux. Donc, on a tout le département des avocates qui sont là pour soutenir pour les défis de gestion. Donc, au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion, donc nos membres peuvent appeler sans problème. Il y a tout le volet de la mutuelle santé-sécurité. Donc, on tient à cœur aussi la sécurité et la santé des éducatrices. Donc, il y a tout ce volet-là. Et donc, tout récemment, depuis 2013, quand je vous ai dit que j'étais arrivée en 2013, c'est assez intéressant parce que la QCPE a toujours eu la préoccupation de la qualité du réseau. Bien entendu, c'est quand on a à défendre quelque chose, ben il faut s'assurer que ce soit quelque chose de qualité. Et inévitablement, il y a ce pendant-là de dire comment peut-on nourrir cette qualité-là, la maintenir, l'assurer et voir à son amélioration aussi constante. Donc, il y a toujours eu cette préoccupation-là, mais on a toujours été tributaire de projets et de subventions. Donc, qui dit subvention, dit début, milieu et fin. Et à chaque fois, donc, c'était des choses qui étaient à recommencer. Geneviève Bellil, qui est la directrice des services éducatifs, a eu le souci d'assurer une continuité. Et donc, de dire, on ne veut plus être les mains liées par des subventions, on veut pouvoir être maître d'œuvre et voir à assurer cette continuité-là dans le soutien de la qualité. Et donc, c'est là qu'elle a proposé à la direction générale, et c'était accepté, de créer le service éducatif. Et donc, voilà, j'étais la toute première arrivée dans l'équipe. On était donc 2 en septembre 2013. Aujourd'hui, on est 11 dans l'équipe. Donc, c'est simplement pour vous dire que c'est quelque chose qui est très vivant et qui est très important pour nous. Qu'est-ce qu'on fait comme boulot exactement? On va dans les milieux, on offre du soutien, on a beaucoup la posture d'accompagnement. Donc, on n'est pas là pour élaborer des programmes, des outils, des grilles. Si on a à mettre des outils de l'avant, ça va toujours être accompagné d'un humain. Souvent, c'est ce qu'on dit. Le gros problème, c'est que les outils et les programmes, souvent, on donne une petite formation, c'est fait, c'est réglé, débrouillez-vous. Alors que c'est là que le boulot commence pour vrai, de se l'approprier, de le mettre en application. Donc, on est vraiment plus dans une posture d'accompagnement, de faire un bout de chemin avec les gens. Peut-être que vous avez entendu parler de petite enfance grande forme, donc tout ce qui découle du cadre de référence de Gazelle et Potiron, c'est la QCPE qui est porteur de ça. Il y a un nouveau projet qui démarre, c'est Petite enfance grande importance, donc dans les milieux défavorisés, de voir comment le fait d'augmenter les connaissances et les compétences du personnel éducateur va venir contribuer à augmenter l'intensité, la précocité, la continuité des interventions auprès des enfants en milieu défavorisé. On sait que c'est 3 éléments clés et importants pour ces enfants-là. Donc, on est en train de faire un projet aussi là-dessus. Là où ça devient intéressant, c'est que dans ces projets-là, on a toujours la portion évaluation qui est très importante pour nous. Donc, c'est pas simplement de dire « Ah oui, on trouve que c'est une bonne idée, super, c'est le fun, partons ça, puis souhaitons que ça marche. » Puis non, donc on a toujours un comité scientifique, un comité d'évaluation qui est là pour nous suivre. Donc, je vous parle de tout ça pour vous dire un peu l'esprit dans lequel on est.
Que c'est pas, la QCPE, c'est pas juste, hey, on revendique le réseau. Non, non, on est là vraiment pour les gens, on est là vraiment pour les CPE, on est là pour les éducatrices. Donc voilà où est-ce que ça se situe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ce qui m'amène à vous dire, oui, c'est sûr que je risque de parler un petit moment, mais à tout moment, vous ne vous gênez pas, vous voulez réagir, vous voulez poser une question, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez un complément d'information à apporter, vous ne vous gênez pas. Hein? Encore là, c'est ensemble qu'on peut faire le tour de la question. Catherine le disait, donc ce qu'on va voir ensemble, c'est un peu de revoir l'historique rapidement des CPE, de voir les menaces qui planent sur ce réseau-là maintenant, aujourd'hui, alors qu'on se parle, de voir c'est quoi nos défis et comment est-ce qu'on peut relever ces défis-là dans l'avenir. Ça vous va? C'est bon? Je vous dis tout de suite, et c'est ce que je dis d'ailleurs à chaque fois que j'accompagne des équipes, ce serait très étonnant que vous appreniez des choses nouvelles. OK, c'est le moment où est-ce que vous pouvez quitter pour dire « Ah, maudit, vous pouvez partir avec Sylvie, à l'avoir du fun. » Moi, je considère toujours que, contrairement, par exemple, quand on se retrouve comme prof avec des futures éducatrices, c'est sûr que l'on leur apprend plein de choses. En même temps, on les connecte à des expériences, à des choses qu'elles ont intuitionnées, mais c'est certain qu'on apprend déjà plein de choses à ces gens-là. Par après, quand on est avec des éducatrices, donc si vous faites de la formation continue, c'est là, quand je vous dis c'est rare qu'on leur apprend quelque chose. Parce qu'on vient faire le ménage avec elles de la boîte à outils. On vient faire le ménage avec elles, de dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà entendu parler de ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà vu ça au cégep avec ma prof Lorraine à Valleyfield. » Oh non, j'aurais jamais dû m'asseoir là. Et voilà ce que c'est dit dans sa tête. Donc, ça permet à ce moment-là de faire un peu de ménage à ce niveau-là, d'avoir une perspective sur leur pratique, tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un peu ça aussi. Vous n'apprendrez peut-être pas rien de très nouveau, mais de le voir dans une autre perspective et de le voir tout le monde ensemble pour qu'on puisse en discuter. C'est ce que j'avais envie de vous offrir ce matin en ce début de colloque-là pour mettre la table aussi pour le reste de la journée. Donc, il était une fois le réseau des CPE. Je trouve ça super important de revenir à cette idée-là du rêve premier. Le grand rêve premier, en 96-97, la création du réseau des CPE s'intégrait dans une politique familiale. En 96, il y a plusieurs acteurs qui se sont assis, qui ont dit « Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos familles? » Et donc, c'est là qu'il y a eu des réflexions et qu'on a dit hey, « Est-ce que ça ne passerait pas d'abord et avant tout par un réseau de centres de petite enfance? » Ce que je trouve toujours important de nous ramener là, surtout avec aujourd'hui où est-ce qu'on associe beaucoup les CPE, hein, et quand on entend les parents, la CPE. Donc, une CPE, pourquoi une CPE? Parce que c'est une garderie et on fait le lien de une CPE. Mais c'était beaucoup plus qu'un service de garde qu'on voulait offrir. C'était un centre de la petite enfance. Des fois, je trouve ça dommage qu'on utilise CPE, en même temps c'est correct parce que c'est bien trop long quand on l'écrit et quand on le dit. Mais CPE, on perd toute l'essence d'un centre de la petite enfance. Ce que ça veut dire qu'on est là, présent, au quotidien avec les tout-petits. Et que c'est eux qui sont au centre de nos préoccupations. Ça, je trouve ça super important de garder ça en tête. Le rêve ultime, qui n'a jamais vu le jour. Mais le rêve ultime, puis il n'a jamais vu le jour, mais pour moi, je me dis, si on reste porteur de ça, pourquoi on n'y arriverait pas un jour? Mais le rêve ultime, c'était donc de s'assurer que toute famille qui avait des enfants de 0 à 5 ans avait un seul et unique endroit où se tourner pour avoir tous les services nécessaires et utiles au bon développement de l'enfant. Donc, ça voulait dire que dans ce milieu-là, il était pour avoir, en principe, donc des infirmières, accueillir les enfants pour les suivis réguliers avec des médecins, la vaccination, donc tout l'aspect plus au niveau de la santé. C'était un lieu où est-ce qu'on souhaitait qu'il y ait des ateliers pour les compétences parentales.
Donc, un lieu où est-ce que, comme parents, on puisse se retrouver. Bien sûr, on retrouve ça dans des CLSC, mais vous voyez que c'est un peu éparpillé. Moi, quand je suis un parent d'un enfant de 0,5 ans, OK, où est-ce que c'est ce service-là? Où est-ce que je peux trouver? Ah, je peux-tu trouver une gang quelque part entre parents qui vivent la même chose, où est-ce qu'on pourrait se jaser de ça? Mais qu'on serait accompagné par quelqu'un qui est là et qui connaît le développement de l'enfant, qui est capable de me soutenir au niveau en tant que parent. Donc, c'était ça le rêve. Et bien sûr, avoir des services de garde, mais pas seulement des services de garde à temps plein, d'avoir des haltes garderies, d'avoir de la garde à temps partiel, d'avoir un peu ce qui se fait dans des maisons de la famille. Donc, vous voyez cette espèce de rêve-là. Là, je ne vous dis pas ça aujourd'hui pour qu'on braille, pour se dire « Oh mon Dieu Seigneur! » On est-tu loin de ça? Oui, on peut pleurer, on a le droit pendant un peu de temps, mais je pense que, comme je vous dis, c'est de revenir à cet ancrage-là et de ne pas perdre de vue cet aspect-là. Parce que sinon, si on s'en va juste service de garde, donc vous voyez qu'on va perdre l'essence du tout petit au centre de. Donc, bien sûr, le premier jalon, c'était de créer les services de garde pour assurer l'aspect de travail-famille. On ne se cachera pas non plus, il y a un aspect politique, donc qui est très fort aussi à ce niveau-là, d'offrir des services de garde à 5 $ par jour. Il y avait quelque chose d'assez intéressant. Ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'on a toujours vendu ça comme un réseau de services de garde à 5 $. Donc, où est-ce qu'on mettait tout le focus sur l'aspect économique? On se retrouve maintenant, aujourd'hui, 20 ans plus tard et quelques années, où est-ce que l'enjeu, il se retrouve à quel niveau? Au niveau économique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, parce que ce rêve-là n'a pas été vendu de cette façon-là. Il a été vraiment présenté comme quelque chose, « Hey, c'est de la garde à 5 $. Hey, t'as-tu une place à 5 $? Moi, qui marche, j'ai pas de place à 5 $. Je pourrais bien avoir de la place à 5 $. Il n'y a pas assez de place à 5 $. On parlait de la place à 5 $. La garderie à 5 $. Hein? Dans la CPE. T'as-tu une place à 5 $ dans la CPE? Donc, vous voyez que ça s'est édulcoré, là, après ça, hey, 7 $, 7 $, 7 $, 7 $, 10, 7 $, 30, modulation des tarifs, bon. Adjugé, vendu, on l'a vendu notre réseau, on l'a vendu à, tu sais, garde, c'est tout, c'est un réseau de garde qui est tout l'aspect plus économique. Donc, je trouve ça important qu'on garde ça en tête. Parce que c'est le genre de choses dont vous pouvez être porteuse et porteur aussi. De ramener ça à celles et ceux qui sont devant vous dans vos cours, puis de leur dire, tu t'en vas pas dans une garderie, tu t'en vas pas garder des enfants, tu t'en vas être là présent à des tout petits pour assurer leur développement. D'ailleurs, pour Marc, hein, je ne te fais pas travailler. Bon, je vous en ai parlé, donc 96. J'ai une petite vidéo. Donc, on a demandé à Mme Marois, justement dans le cadre de la mobilisation, les revendications pour garder vivant, on a voulu revenir à l'essence même. Donc, bien sûr, on mène une bataille au niveau économique, c'est sûr, on n'a pas le choix. Parce que, particulièrement avec, je sais, c'est un peu politique, mais bon, avec le gouvernement qui est en place en ce moment, c'est quand même l'aspect économique qui prend beaucoup de place, même si on essaye de porter beaucoup l'aspect de la qualité et de l'importance plus au niveau humain. Mais j'avoue que les discussions souvent sont obligées d'être au niveau économique. Sauf que, voilà, je vous présente cette petite vidéo-là de Pauline Marois qui... Dans ma tête, le centre de la petite enfance, c'était oui des services de garde éducatifs, de qualité. C'était des services qui allaient permettre de détecter les enfants qui avaient des problèmes, qui risquaient d'avoir des problèmes d'apprentissage, de développement, pour qu'on corrige le tout si c'était possible avant d'entrer à la maternelle. C'était un milieu éducatif que l'on souhaitait pour nos enfants, éducatif au sens pas d'un apprentissage nécessairement de connaissances très formelles, comme à l'école ou à la maternelle, mais faire en sorte que les talents des enfants se développent. Donc, ça impliquait autre chose, qu'on associe les parents à la démarche, puisque les conseils d'administration des centres de la petite enfance sont formés de parents. C'est eux qui choisissent la direction du centre de la petite enfance, qui approuvent les orientations, les programmes, les concertations dans le milieu. Nous voulions nous assurer qu'il y a d'équité. Le fait que ce soit 5 $ pour tout le monde, peu importe que ton revenu soit très élevé ou très bas, c'est la solidarité entre les classes sociales. C'est pas rien, ça, dans une société. Donc, il y avait une question d'équité. Il y avait une question
qui était de la conciliation travail-famille, et enfin, l'égalité des chances pour les enfants. Alors, choisir ce modèle, c'était choisir un modèle où les parents s'impliquaient. C'était aussi s'assurer que les éducatrices, les éducateurs dans les services de garde soient formés. Ce qui se passe dans nos CPE, c'est qu'on permet à des enfants de s'éveiller, d'apprendre à apprendre finalement par le jeu. Et c'est sûr que ça permet d'éviter parfois des retards qu'un enfant peut avoir s'il entre directement à la maternelle sans être passé par les CPE. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation, mais il reste qu'on améliore, je crois, l'égalité des chances si on procède de cette façon-là. Et il y a un lien évident avec l'éducation, quant à moi, par rapport aux politiques familiales. À la mission même du réseau des centres de petite enfance. Puis il y a quelque chose d'assez puissant parce que c'est quand même cette femme-là. Donc, encore là, peu importe notre allégeance politique, ça reste quand même que c'est cette femme-là qui a porté ce rêve-là et qui s'est battue pour pouvoir, justement, qu'il puisse voir le jour. Vous aurez compris qu'elle trouve ça assez ordinaire en ce moment, ce qui se passe, d'où son intérêt, et c'est tout de suite, elle a accepté très rapidement de dire oui, je veux contribuer aussi à faire connaître ça. Donc, c'est ce qu'elle a soulevé, soutenir la conciliation travail-famille, mais favoriser l'égalité des chances et favoriser le développement optimal de tous les enfants du Québec, quel que soit leur profil socio-économique. 20 ans après la rédaction de cette politique, où est-ce qu'on en est quant à notre rêve d'un Québec fou de ses enfants? Bonne question. C'est mon Québec. On a juste Québec fou, en tout cas. Je sais pas pourquoi. Donc, en chiffres, voici quelques chiffres. 180 000 places subventionnées en CPE et en milieu familial ont été développées entre 1997 et 2015. Et c'est plus de 40 des enfants de 5 ans et moins au Québec qui fréquentent le réseau. On parle de 70 000 femmes qui intègrent ou réintègrent le marché du travail, permettant entre autres à plusieurs d'entre elles de sortir de la pauvreté. 40 000, plus de 40 000 professionnels de la petite enfance qui font du réseau le deuxième plus gros employeur privé au Québec. C'est énorme quand on pense à ça, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde qui sont passés chez vous, que vous avez vu, avec qui vous avez eu le plaisir de cheminer pendant un bout de temps. On parle de 974 corporations CPE, 1450 installations, 163 bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, 15 600 RSG. C'est pas rien. Donc ça aussi, c'est important de se le rappeler. Parce qu'encore là, des fois, on est dans notre classe avec notre gang, on a notre cohorte, puis, non, on fait partie, vous faites partie de ce grand tout-là et de cette grande possibilité-là de faire vivre ce réseau. Il y a quand même des menaces qui planent sur le réseau des CPE et des BC. Donc, malgré la contribution éducative, sociale et économique du réseau des CPE, les choix du gouvernement Couillard mettent en péril le réseau des CPE, fragilisant ainsi son apport au développement global des très jeunes enfants. Deux grandes menaces. Les compressions budgétaires, la maternelle 4 ans. Personne n'est étonné? C'est bon. Est-ce que vous voyez d'autres menaces? C'est sûr que c'est les deux plus grandes en ce moment qui sont dans l'air et qu'il y a une énergie à mettre. Gaétan? la menace du réseau, même de notre réseau à nous, parce je trouve qu'on n'est pas assez coordonnés. On n'est pas assez solidaires les uns des autres pour répondre à toutes les menaces qui viennent, entre autres de toutes les commissions scolaires, de tout le lobbying du ministère de l'Éducation. Donc ça, c'est une faiblesse qu'on a énorme, puis que je pense qu'il va falloir faire. On regarde la QPC là, mais dans les regroupements régionaux, on est éteint. On est éteint parce qu'on n'a plus de subventions, etc. Il n'y a plus de personnes. Donc on est vraiment affaibli pour faire le pendant de ceux qui sont forts et qui veulent scolariser les enfants trop tôt. Oui. Une autre menace, je pourrais la résumer en disant le gouvernement, bien sûr, mais c'est le gouvernement qui, par toute de façon, augmente les places au privé par rapport au CPE. C'est
ce déséquilibre-là dans le réseau des CPE, bien sûr. Est-ce que vous entendez? C'est ça, en ce sens. Donc, Jeanne parle que le fait que le gouvernement développe beaucoup plus de places dans les garderies privées, donc des places subventionnées, bien sûr, mais quand même en garderie privée, je considère que c'est une menace aussi. Mais ça va au-delà de ça. Ouais. Ça va même par rapport au fait qu'au niveau des impôts, des privés commerciales, Non subventionnés. c'est ça, commerciales, sont favorisés. Alors, c'est vraiment tout le... Quelque chose de très pervers avec la modulation des tarifs. C'est quelque chose qui est arrivé. Donc, il y a des CPE qui, avant, n'avaient jamais à faire de téléphone pour recruter. En fait, ils faisaient des téléphones pour dire « Hey, bonjour, j'ai une place. OK, bingo, c'était réglé. » Donc là, on se retrouve, quand on est avec des gestionnaire, ils nous disent « Hey, oh, c'est la première fois qu'on a à faire une dizaine de téléphones avant même que la personne dise « OK, je m'en viens. » Et c'est pas parce qu'ils ont une autre place, dans une place dans un autre CPE, ça va être parce que, regarde, j'ai fait mes calculs, puis finalement, je vais aller au privé parce que financièrement, ça va être plus avantageux pour moi. Je pense dans la région, il y a quelqu'un qui est Saint-Félicien. En fait, moi, je suis au centre d'études collégiales à Chibougamau. OK. Donc, on les ressent, les menaces, énormément, et ça a un impact sur la population. On perd 5% des jeunes familles par année. Donc, puis ça, les compressions budgétaires, là, c'est vraiment un gros problème dans nos CPE. Là. On vient d'ouvrir un CPE, moitié autochtone, moitié allochtone, puis il est en déficit, ça fait 3 mois qu'il est ouvert. Ça, il y a des gros problèmes. Ouais. Le milieu familial aussi, Anne. Ça, j'ai quand même... Oh, c'est correct. Donc, le milieu familial aussi est directement touché. Donc, dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'étais avec les gestionnaires de bureaux coordonnateurs, disaient que c'est toute la problématique en ce moment. Il y a, entre autres, il y a une RG, que ses parents ont dit, écoute, deviens privé, nous, c'est sûr qu'on reste avec toi. Donc, tu ne perdras absolument pas d'enfants ni quoi que ce soit. Sauf qu'elle, elle s'est retournée vers son bureau coordonnateur, elle a dit, ben moi, j'ai envie de continuer d'être soutenue par vous. Parce qu'elle, y voyait vraiment un grand avantage, tout le soutien pédagogique qu'elle pouvait avoir, le fait, tu sais, il est temps d'être ensemble, de pouvoir se retrouver avec d'autres RG, d'avoir un réseau. Donc, il y a eu ce questionnement-là, est-ce que vous allez nous soutenir? Bien sûr, les BC, hein, il y a cette consigne-là maintenant qu'ils doivent accepter tout le monde, mais ils n'ont pas de subvention, bien sûr, vous aurez compris quand même. Ça... Donc, mais en même temps, il y a quelque chose de déchirant. OK, je vais te soutenir parce qu'en même temps, c'est une RG qui est de qualité, ils sont super contents pour elle qu'elle puisse continuer, mais en même temps, ce que vous voyez là, l'impression de contribuer à l'effritement du réseau, il y a quelque chose de assez amer, là, tu sais, c'est comme vraiment pas agréable. Donc, il y a Anne et Christiane. Donc, Anne. Ben moi, dans le fond, je ne sais pas si c'est une menace directe, mais toute la place de l'AEP pour nos étudiantes, pour la reconnaissance qu'elles ont aussi, puis est-ce que ça va même débouler au fait que si l'AEP prend tellement de place, le DEC n'est pas nécessairement reconnu, il faut qu'ils suivent 450 heures. Fait que tu as toute cette dimension-là aussi qui se dit, OK, c'est quand même une menace dans ce sens-là. Là. Et là, ils prennent les maternelles. Fait que nous autres, ça nous envoie quoi pour la QCPE, justement? Là? On va se concentrer 0-4 ans, on va... Puis comme on va revenir aux 4 ans, mais hein, ça aussi, qu'est-ce que ça envoie comme message? Ce qu'il va faire dans le réseau, de toute façon, vaut pas la peine. Ils sont juste gardés. C'est un peu ça, dans le fond. Ils sont juste gardés, donc on va les prendre parce que, tu sais, quand tu arrives à l'école, là, c'est du sérieux. Puis là, on voit vraiment à soutenir leur développement. C'est pas ça qui est porté, tu sais, directement, mais quelque part, c'est un peu le message qu'on envoie parce qu'on est en train de dire, de toute façon, il ne se passe rien d'intéressant dans les CPE. Mettons-les le plus rapidement possible en maternelle, où est-ce que là, il y a des vraies affaires qui vont se passer. Le programme que tu parlais tantôt, là, que vous avez mis sur pied, l'expertise pour les enfants qui ont des besoins particuliers ou... Oui, ça montre l'importance avec les... Tu vas aller jusqu'à 4 ans?
Parce qu'après ça, oublie ça. Pourquoi mettre de l'énergie là-dedans, finalement, si quand ils sont pris en charge Non, c'est ça. Hein? Anne fait. Elle fait ça pour se mettre à la bouche, mais aussi, ça peut être. OK, c'est bon. Christiane? Ben oui, moi, je rajouterais, au-delà de l'AEP, il y a aussi l'AEC, il y a aussi même le DEC, à la limite, là. Parce que quand on regarde les compressions budgétaires, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, à l'intérieur des CPE et même des garderies subventionnées, ça fait 2 ans et plus qu'il n'y a pas eu d'échelle salariale, il n'y a pas eu... Alors, pour une étudiante, au début, quand on a commencé à enseigner en TEE, c'était le fun parce qu'il y avait eu, mon Dieu, c'était au maximum, là, dans le sens, on est parti de rien, puis là, tout à coup, les salaires sont descendus, le fonds de pension, tout ça. Là, tu te dis, oups, il y a des compressions, on va évidemment enlever éventuellement la clientèle 4 ans. Alors, moi, je me dis, il faut faire attention, il faudrait voir d'ici une année ou 2 l'impact que ça aura sur l'avènement d'une nouvelle clientèle d'étudiants en TEE. Parce que quand on regarde ça, coudonc, si je peux faire une AEP, à 450 heures? À 450 heures, plutôt que 3 ans de cégep avec un DEC, tout ça, qui, on le sait parce qu'on enseigne tout le monde au niveau cégep, c'est quand même costaud là, comme formation. Oui, moi je pense qu'il y a une menace aussi là-dedans qui peut-être ne sera pas à court terme, mais à long terme, oui. J'ose espérer qu'on va changer un petit peu. Ça va faire 2 ans que le gouvernement est en place. Je ne veux pas déborder, mais à un moment donné, peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles parce qu'on sera en pleine campagne électorale. Mais c'est quand même drôlement inquiétant. Et pour enseigner au cégep, tout le monde, on sait que les étudiants à besoins particuliers, oui, on va les dépister. Il y en a de plus en plus. Et si on ne fait pas ça à la base et si au niveau des ressources qu'on peut avoir, même dans nos CPE, parce qu'on coupe, ben, c'est inquiétant pour le futur, moi, je trouve. Ça aide aussi. Ça fait le lien un peu avec tout ça, mais je trouve que la plus grosse menace, c'est surtout la méconnaissance du grand public de l'importance de la qualité des services à la petite enfance. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer le plus possible, puis de démontrer, dans le fond, qu'on peut faire la plus belle prévention en petite enfance. Je crois que c'est la clé, là, vraiment. Et je reviens à ce que Gaétan disait, ça devient possible si on est capable d'être ensemble, porter un message commun. Porter un message commun, ça veut dire qu'il faut avoir des lieux communs d'échange pour pouvoir en parler, sauf que tout le monde se retrouve un peu à gorge dans le temps, dans l'énergie, parce qu'on coupe. Donc, dans chaque cellule, donc quand je vous dis, en coupant dans les centres de petite enfance, là, on a des gestionnaires qui sont essoufflés. On essaie de solidariser, mais tu sais, ils disent, hey, écoute, j'ai pas le temps. On parlait tantôt de petite enfance, grande importance. Le projet, OK, c'est gratuit, là. On va chez eux, on va les accompagner pendant 4 ans. Bien, là, il y a 3 milieux, parce qu'on part une cohorte de 25 milieux par année. Mais là, il y a 3 milieux qui avaient été ciblés, qui avaient dit oui, qui ont dit, écoutez, avec les nouvelles règles budgétaires, avec tous les défis qu'on a au niveau de la gestion à l'interne, on ne se voit pas embarquer dans cette démarche-là avec notre équipe. Vous aurez compris que là, on fait « aïe aïe ». Et quand ils disent ça, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas manger de la chenoute, c'est pas intéressant, ça nous intéresse pas. Ils sont vraiment déchirés parce qu'ils disent « je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir soutenir ce projet-là, parce qu'il faut quand même que tu investisses du temps et de l'énergie, alors qu'il faut que je mette du temps pour savoir où couper, mais aussi gérer toutes ces compressions-là, parce qu'il va y avoir des éducatrices de moins, parce qu'il va y avoir... Puis là, je vais vous amener, je sais pas... ça donne une idée. Ça vous donne une idée des compressions, les effets que ça va avoir. Par rapport aux éducatrices, il peut y avoir une réduction qui va aller jusqu'à 3 éducatrices par CPE, pour un CPE. C'est énorme, là, parce qu'on ne parle pas d'une place où il y a 100 éducatrices, tu dis 3, bon, hey, 3 éducatrices sur des équipes de 15, hey, 20, c'était full chanceux, puis c'est énorme. Cuisinière, on va réduire les heures, 9 heures qu'on réduit, c'est énorme, c'est énorme.
l'administration. Quand on parle d'administration, il y en a qui font « Ouais, c'est parfait, on va couper dans le gras. Tu sais, les gestionnaires. Oui, mais administration, là, c'est faire des payes. Vous allez dire « Ah, ben, elle a juste à donner ça à quelqu'un d'autre. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais quelqu'un d'autre, faut que tu le payes. Fait que tu coupes ça, finalement, tu le fais toi-même. Qu'est-ce qui est coupé? C'est le soutien pédagogique. C'est parce que tout le soutien pédagogique rentre dans l'administration. Vous savez très bien, les structures, très souvent, ça va être des directions adjointes qui prennent le soutien pédagogique. On se retrouve dans des milieux où il y a 2 installations, puis ils disent, bon, ben, on va prendre juste une directrice qui va assurer pour les 2, donc ils éliminent une directrice adjointe. Est-ce que vous voyez déjà, donc, la présence aux équipes? On a besoin d'une présence au quotidien avec les équipes. Si on veut faire du soutien pédagogique, c'est pas juste 3 formations par année. Hey, 3, wow, je suis bien plus généreuse. Hein, tu sais, c'est comme une de temps en temps, hey, j'ai fait ça, coche, ça veut dire que je viens de travailler pour la qualité. 3 réunions par année. Puis là, le temps de planif est coupé là-dedans. Là. Il y a des milieux, là, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils disent, aïe, aïe, OK, ils pouvaient donner 1 heure de planif par 2 semaines à leur éducatrice. Ben, on enlève ça parce que j'enlève les éducatrices de remplacement. C'est ça qu'on peut dire, ben là, soyez innovantes, trouvez des nouvelles façons. Ça devient. Comment? Diminuer l'eau chaude. Diminuer l'eau chaude. Sortez les mijoteuses. Faites apporter les lunchs aux parents. Sauf que tout le temps qui est pris pour réfléchir à ça, est-ce que vous voyez qu'on ne peut pas travailler sur la qualité? Et c'est ce qui fait que si je reviens par rapport au projet de petits enfants de grande importance, donc il y a 3 milieux qui nous disent on a tout ça à gérer, sans compter l'insécurité des éducatrices en place. Le moral. Le moral, la bisbille, qui va être coupé, c'est-tu toi, c'est-tu pas toi, OK. Donc, la planif, mon Dieu, OK, coupe les heures de planif, comment est-ce que tu veux que je continue à offrir de la qualité? Là, après ça, on leur dit la co-éducation, la collaboration avec les parents. Là, ils font comme, excuse, quand est-ce que tu veux que je fasse ça? Ça n'a comme pas de bon sens. Tu sais quoi, t'es-tu en train de nous demander de rester plus de soir, plus voir des... Dans leur tête, puis au niveau de leur cœur, c'est bien logique, mais tu sais, il arrive un moment donné que tu fais comme, ça va être non. Donc, c'est ça, là, les compressions budgétaires, c'est ça, la menace. Donc, c'est clair que c'est pas évident. Il y avait... Oui, moi, je voulais juste rajouter à ce que disait ma collègue Marie-Ève, c'est aussi... Les gens ne sont pas informés qu'il y a beaucoup de désinformation. Quand on va, moi je regarde souvent, des fois je lis en dessous dans la presse de voir qu'est-ce que les gens répondent, c'est à ça. OK, c'est bien. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, genre, ils ont coupé dans le public, enfin, ceux-là, ils parlent justement de ceux, il y en a qui ont des gros salaires, qui payent, puis ça coûte cher le gouvernement ces affaires-là. Puis, je payais 125$ par semaine dans mon temps, qu'ils fassent comme tout le monde. Il y a beaucoup de choses, puis ça, c'est très, 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 très alimenté, beaucoup plus qu'un appui. On est pris entre une espèce de Québec entre un système néo-libéralisme puis un autre côté où on est un peu plus social-démocrate. Ça fait comme, je pense souvent, c'est ça qui fait en sorte que ça crée cette espèce de polémique-là où on est pris entre 2 philosophies, 2 écoles de pensée très distinctes. Quand tu t'en vas en région, puis j'écoute des fois mon père parler des boomers, ça me fait peur. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce de pensée ça amène que comme ça, on est désinformés. Il y a plein de gens qui savent pas tout ce que le système peut apporter. Là. Moi, je passe mon temps dedans à expliquer aux gens. Puis, j'avais pas pensé à ça. Non, parce que comme je vous dis, ça ramène toujours ça au niveau économique. Donc, les riches payent, puis c'est parfait que l'utilisateur payeur, c'est bien tigidou comme ça. Là. Oui, attends un petit peu, c'est parce qu'il y a autre chose en arrière. Il y avait il y a Lorraine qui est temps. Il y avait Martine. Monsieur est envoyé. Affaire à dire quelque chose qui a de l'allure. Oui, tout le monde. Moi, j'en ai 2 inquiétudes. Je vais aller rapidement parce que je sais qu'il y a d'autres contenus. C'est un petit peu ce que vous avez dit, mais je ramasse ça parce que j'observe dans notre région à nous, notre territoire là, sur Rouen. C'est la commercialisation, parce que, surtout dans notre coin, nous, le nombre de services de garde préscolaire, donc garderie,
commercial à but lucratif a toujours excédé le nombre de CPE. Bon, ça, c'est une réalité. Il faut en avoir un peu le même modèle ailleurs au Québec, même si en général, non. Oui, de plus en plus, c'est ça. Mais chez nous, c'est aussi de plus en plus. Fait que cette commercialisation-là, c'est évidemment l'application d'une vision, la vision néolibérale de la libre entreprise. Et ça marche. Il y a une installation de CPE dans notre région qui n'arrive plus à combler ses places. Et dans les derniers 3 mois, on a constaté ça, on n'arrive plus à combler les places là, pour la période à venir, chez les 4 ans et les 3 ans, alors qu'il y a 2 garderies qui ont ouvert leurs portes. 2 autres garderies, il y en a à tous les coins de rue, qui ont ouvert leurs portes et qui font leurs frais. Et puis ces garderies-là affichent un produit du beau, du colorant, du brillant, du yoga, de l'ordi, Beaucoup de cours, du français, du de Zumba. l'anglais, du Zumba. Mais c'est que ça marche. Ça marche. Alors, moi, ça m'inquiète. Mais moi, je vois pas une solution, mais c'est pas le moment, c'est pas le temps. Fait que ça, c'est une première inquiétude. La deuxième, c'est la diminution de la qualité des postes à faire miroiter à nos futures étudiantes. Elles le savent déjà qu'on est passé d'un régime où, écoute, tu fais un DEC en T1 dans 3 ans, on court après toi. C'est déjà fini, ça. Non, on ne court plus après nos diplômés. Mais il y en a de moins en moins d'inscriptions parce qu'elles le savent que les emplois sont de moindre qualité et qu'il y aura de moins en moins de postes disponibles dans les CPE où on le sait, les emplois sont de meilleure qualité et qu'il y aura des emplois dans les garderies, mais elles en veulent pas de ces emplois. Alors on va avoir évidemment une diminution de recrutement d'éducatrices. Qui dit diminution de quantité de futures éducatrices qui s'inscrivent dans les cégeps, mais ça veut dire un plus petit bassin, ça veut dire moins de candidates de qualité dans le bassin, et donc moins d'éducatrices de qualité. C'est très inquiétant. On va diluer, et donc ça va être justifié après de dire à l'employé que ça ne valait pas la peine de maintenir ce réseau-là, parce que de toute façon, il est de bonne qualité. C'est ça, c'est le sentiment de l'inquiétude. OK. Gaëtan? Ben, moi, je suis vraiment un problème. On est dans un problème qu'on a créé un peu, il y a quelques années, quand on a introduit qu'aux directions dans les CPE, le diplôme le plus favorisé, c'était celui de gestionnaire. Donc, des gens avec de la gestion et non de la pédagogie. Donc là, on se retrouve avec un problème dans beaucoup de CPE à cause des coupures qui doivent couper la partie conseiller pédagogique. Donc, ce qui reste à la tête, c'est un administrateur qui aime sa garderie, qui fait tout. Mais d'abord, c'est un administrateur qui va essayer d'équilibrer les chiffres et non la pédagogie. Donc, ça, c'est triste à mon avis parce que, selon moi, dans une structure comme des CPE, ce qui devrait être, c'est toujours quelqu'un qui a la pédagogie comme souci premier. OK? Et se mettre quelqu'un en appui qui est en administration. OK? Ça fait que les coupures ne devraient pas être au niveau pédagogique. Là, ce qui se passe dans notre réseau, c'est que les coupures vont se faire d'abord en pédagogie. OK? Donc, ça, c'est inquiétant. J'ai tantôt, quand vous avez présenté le petit vidéo de Mme Marois, j'ai applaudi. En même temps, j'étais un petit peu triste. Quand je parlais du réseau, c'est un exemple. Quelle beau vidéo. Ça, c'est un poids. On ne l'a pas partagé. Moi, c'est la première fois que je le vois, là. OK? Puis j'ai beaucoup de nouvelles de la QCPE parce que j'ai été longtemps dans les conseils d'administration. Donc, mais ça, je ne l'ai pas vu. Normalement, là, ça devrait être publié dans la planète entière, cette vidéo-là. Demain matin, ça devrait être fait. Même pas demain matin, après-midi, ça devrait être fait. Parce que là, on est un peu tard, parce qu'à 10h30, le ministre va annoncer les maternelles 4 ans. Ils vont faire un point de presse à 10h30 pour annoncer les maternelles 4 ans. 60, ça va être 100. Donc, c'est important. Ils vont en annoncer 70 nouvelles, probablement. Mais 100. Ouais, mais ils annoncent ça ce matin. Là. Donc, quand je vous dis que le réseau, on n'est pas assez fort là, pour tout ce poids-là, là, c'est là qu'il faut se tenir les coudes. Puis, c'est là qu'il faut mettre nos efforts dans l'avenir, je pense, là, à ce niveau. Marc? Moi, ce serait en tant que gestionnaire du peuple québécois.
étant donné qu'on est rendu avec un super ministre de l'Éducation, un premier ministre de l'Éducation qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'aimerais ça qu'il voit 2 colonnes à l'avenir. C'est qu'il n'y a pas juste les dépenses. Quand on parle de dépenses dans l'éducation, déjà, c'est questionnant, mais aussi les revenus. Les revenus au Québec, là, depuis, quand on parle de néolibéralisme, la fiscalité a avantagé les riches et les compagnies au détriment de la classe moyenne, en général. Puis c'est ce qui fait qu'on n'a plus d'argent pour être solidaire, que tout le monde ait l'éducation, tout le monde ait la santé. Donc, c'est vers ça qu'il faut se battre. Surtout que présentement, quand on parle de croiser des chemins, le pire scandale qu'on pouvait entendre, c'était celui de Panama Papers. Si on ne réussit pas à tabler là-dessus au Québec pour réveiller les gens, mais qu'est-ce que ça va faire? Moi, c'est ce qui m'inquiète. On parle, je me permets, est-ce que ça va? Je sais qu'il y en a qui voulaient, je dirais juste pour appuyer un peu tout ce que vous avez dit. Là, je vais dans toutes les directions, parce que dans le fond... Hein? C'est ce qu'on a fait. Oui, mais parce que moi, je considère que c'est bien plus intéressant si on parle de nos préoccupations que juste que je vous dise c'est bon. Juste vous dire, ça va reprendre les idées que vous avez soulevées. À l'automne, on disait que les coupures ne toucheront pas les services à la clientèle. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. En janvier, il y a eu Sébastien Proulx qui est arrivé. Le même discours est resté. Les négociations ont repris, mais le 120 millions de cette année a été maintenu. Même si dans le même souffle, on avait Couillard qui disait l'éducation est devenue notre priorité. Nous autres, on a dit OK, puis qu'en même temps, il disait qu'il avait dégagé 1 milliard moins quelque chose. Hey, 120 millions sur 1 milliard, c'est rien. Donc, on s'attendait à ce qu'ils disent OK, c'est bon, on enlève les compressions, ce qui n'a absolument pas été le cas. Je vous dirais quand même qu'il y a un petit espoir, c'est que Sébastien Proulx est autant ministre de l'Éducation que ministre de la Famille. Donc, on se pompe, c'est la moitié de on se pompe, là. Mais en fait, là où est-ce qu'il y a un espoir, je vous explique. Oui, ramène-nous, trouve-nous ça. Ben oui. C'est que justement, ce que l'on souhaite, c'est que les CPE soient le premier maillon de la chaîne d'éducation. En ce moment, on parle de solidarité, on parle d'être ensemble, tant et aussi longtemps que les CPE sont « Ah, c'est le ministère de la Famille. Hein? C'est la famille qui s'occupe de ça. C'est les tout-petits. » Même si on essaye de se battre, et on va le faire et on le fait pour dire « Hey, c'est un réseau de qualité, c'est beaucoup plus que ça, c'est du développement global de l'enfant, on est là pour soutenir ça. » Ça reste quand même que l'école, ah ben là, hein, l'enfant, il s'en va à l'école, d'où l'idée de la maternelle 4 ans, il était à l'école. Hey, la vraie patente commence. Mais on change de ministère aussi, le ministère de l'Éducation. À partir du moment où est-ce qu'on mettrait tout ça dans la même ensemble, je ne suis pas en train de dire que ça serait facilitant parce qu'on sait qu'au ministère de l'Éducation, hein, il y a plein d'autres défis, que c'est pas nécessairement aussi simple, c'est une grosse machine à bouger. OK? Je parle pas nécessairement des gens en place, de la structure actuelle, tout ça, mais l'image ou l'idée qu'on peut avoir, c'est que ça peut nous donner un levier de dire « Hey, regarde, comme ministre, en tout cas, nous, c'est sûr qu'on se dit on a un seul et même interlocuteur à y dire « Hey, oh, hey, regarde, ça va ensemble ton affaire. » là. Si tu as été nommé comme ça, les deux, j'ose espérer que tu fais le lien puis qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, c'est là que ça peut devenir intéressant. J'ai pris un petit... Donc, et c'est pour ça que je vous dis, on ne se réjouit pas, on n'a pas fêté, mais tu sais, on se dit, ah, il y a peut-être une brèche, il y a peut-être une possibilité de ramener les services de garde, les CPE, à ce maillon-là important dans la chaîne de l'éducation. OK, ça ne vous dérange pas? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, parce que je me dis, en fait, on n'arrête pas de répéter que ce sont les parents qui gèrent ça, hein, les CPE, les parents qui gèrent les conseils d'établissement dans les écoles. Je vais vous donner l'exemple. Nous, cette année, moi, je suis présidente du conseil d'établissement de l'école de mes enfants. Puis cette année, au budget, on gère l'école, là. C'est nous autres qui décident du budget. On a sorti le budget et on nous demande est-ce qu'il y a équilibre budgétaire. Il y a équilibre budgétaire. Nous, on leur a dit sortez vos budgets de l'an dernier. Ah, il y a une coupe de 26 000 $. Vous avez l'équilibre budgétaire, mais il y a une coupe. On refuse. On a refusé le budget de l'école. On est les seuls dans la commission scolaire. Hein? Bien, pourquoi les CA ne pourraient pas aussi, leur voix de parents, de dire, nous, on refuse cette coupe-là. Tout le monde. Et là, on nous dit que ce sont les parents qui gèrent ça. Ben oui, les parents auront dit dans les CPE, dans les écoles, mais ça suffit. Ça suffit. Fait que nous, notre école, notre dossier, va au conseil des commissaires présentement, étudier. On va voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas.
on nous dit, ben peut-être qu'on vous serait mis en tutelle. OK, on ira dans les journaux. On ira dire, nous, ça va faire, parce que c'est des coupes réelles. Comment ça se traduit? Dans notre école, on a enlevé des heures d'éducateurs spécialisés. On a remplacé des éducatrices spécialisées par des préposés pour le volet adaptation. Et on a dit, en tant que parents, qui représentent l'ensemble des parents de notre école, bien, ça suffit. Bien, c'est ça qu'il faut passer aussi comme message aux parents. Dans les CA, vous pouvez prendre position. Ils sont dociles. Hein? Ils disent, oh, mais on a l'équilibre budgétaire, c'est beau. Tu as l'équilibre budgétaire, mais tu as quand même un déficit. Tu as quand même une perte de service de 20, 25 000, 30 000. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Puis on faut dire, vous avez le pouvoir de changer les choses de l'intérieur. C'est quelque chose qui est c'est super intéressant parce qu'à l'UQCP, on a beaucoup fait cette promotion-là dans la mobilisation pour la fermeture des services de garde. De dire, OK, on va fermer. Parce que si on ferme les services de garde, je veux dire, il y a du monde qui n'iront pas travailler. S'ils ne vont pas travailler, ça va avoir un impact direct. Sauf que, vous voyez, l'effet pervers, c'est que les parents ont dit, tu sais, quand tu as dit, on va être en tutelle, mais on l'accepte, on l'assume, puis on y va. Mais là, vous aurez compris qu'il y a des parents qui disent, comment nous, dans un conseil, parce que là, c'est là-dessus qu'ils se sont fait déstabiliser, puis que le doute s'est installé. Qui sommes-nous comme parents, un petit groupe de parents, pour couper le service à tous les autres parents qui fréquentent le service de garde? Donc, il y a tout cet aspect-là. Il faut avoir la conviction super forte. Et je reviens à ce que Marie-Ève disait, ça veut dire que c'est tout le défi de dire, hey, oh, mais oui, vous pouvez l'avoir, cette conviction-là, parce que c'est pas juste une garderie, c'est un service de garde. Et si on regarde, tu vois, Marie-Ève, c'est ce que j'avais noté. C'est quoi nos défis communs? La première chose, c'est de faire reconnaître l'importance du réseau des CPE-DBC tant au plan humain qu'économique. Donc, quand tu dis que la population n'est pas au courant, c'est vrai qu'elle n'est pas au courant. Donc, quand moi, j'ai pas d'enfants qui vont dans un service de garde, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se fait là. Puis, je payais 125$ dans le temps, puis on était capable de se débrouiller, puis, tu sais, mais là, on est dans une logique de garderie. On est dans une logique, et là, je ne veux pas diminuer ce qui se faisait avant, et c'était comme ça à ce moment-là, où est-ce qu'on se créait des réseaux informels, puis après ça, ben oui, il y a des garderies qui émergeaient, puis on voulait juste que nos enfants soient quelque part, et on visait la sécurité et que les besoins de base soient comblés. Et après ça, on a dit, hey, non, wow, on a tellement une belle opportunité, parce que ce qui se passe avec les enfants, c'est pas parce que, c'est juste que je peux aller... Quand on investit au niveau de la petite enfance, donc allons-y au niveau économique. On veut nous amener des arguments économiques, allons-y avec des arguments économiques. Donc, pour chaque dollar investi dans la petite enfance, ça permet plus tard des économies qui peuvent aller jusqu'à 7 $ dans les services comme la santé, l'éducation, la sécurité et la justice. Donc ça, c'est un bonhomme, prix Nobel en économie qui, lui, à la limite, n'en a rien à foutre. Tu sais, c'est pas quelqu'un du réseau, là, c'est quelqu'un qui a regardé ça de façon plus objective. Donc, le tableau, ce qu'il dit, c'est le taux de retour sur l'investissement. Donc, pour chaque dollar que j'investis dans la tranche de 0-3 ans, mon retour sur l'investissement est très grand. Ce que je vais investir à l'âge scolaire, je vais avoir un retour, mais beaucoup moindre. Et bien sûr, par après, si c'est au niveau de la formation professionnelle. Ça veut dire, investissons dans les premières années. On nous le dit, hey, du 7 pour 1, là, c'est énorme. C'est énorme. C'est sûr que si on a une vision à courte vue, c'est là maintenant que ça me coûte cher, je ne vais pas payer maintenant. Hey, wow, ça va être pour aussi plus tard. Contribuer au service de garde. Intervenir au bon moment dans le développement. Donc, ça aussi, c'est de dire au niveau humain. Donc, bon, ça a l'air, c'est quelqu'un qui met un buzz de... Donc, ce que ça dit, par exemple, contrôle des émotions, la courbe mauve ici. Alors, ce que ça dit, c'est que si la zone sensible, c'est vraiment de 1 an et demi à peu près à 3 ans. C'est là la zone sensible où est-ce qu'il faut intervenir, où est-ce qu'il faut être là actif au niveau des enfants. Est-ce qu'on peut intervenir après? Oui, mais regarde, ça aura beaucoup moins d'impact. On n'est pas en train de dire,
Là, je suis pas dans tout ce joue avant 5 ans, puis après ça, tout bad, mon homme, ma fille, t'es canné pour la vie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est des autres, vous le savez, là. Là, je vous ai dit que vous apprendrez rien. Vous savez qu'il y a des moments particuliers, charnières. Donc, si on remarque qu'il y en a sacrément beaucoup de zones sensibles qui sont avant le 5 ans. Donc, ça, ce n'est une raison de pourquoi est-ce qu'il faut avoir pas juste des garderies commerciales qui sont là pour que tu aies une place quelque part pour parquer ton enfant. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est tout nécessairement mauvais, mais de toute façon, au niveau de la qualité, hein, grandir en qualité, quand c'est sorti, la qualité au niveau des services de garde commerciale versus les CPE, on voit qu'il y a une disparité. Donc, quelque part, il faut en tenir compte. Hein? Le CPE, c'est le seul mode de garde à avoir un impact significatif sur le développement de l'enfant. Donc, au fil des ans, il y a des études, des enquêtes qui ont démontré ça. Donc, c'est pas juste ça parce que c'est cute, oh, parce que vous voulez garder vos jobs. Oh, ouais, c'est pas. Je sais que c'est prouvé. Oui, il y en a des études qui appuient ça. Ici, c'est intéressant. Ce qu'on se dit ici, c'est intéressant. Par contre, les parents ne sont pas au courant. Il y a comme un volet information à faire, éducation aussi à faire. Peut-être une association avec les CLSC qui accueille les jeunes mamans, les jeunes parents à la sortie de l'hôpital, mais ils ne savent pas. C'est vrai que leur vie de jeune famille est dirigée beaucoup par l'argent parce que c'est leur réalité. Donc, il faut qu'ils sachent que l'enfant, pour être prêt pour aller à l'école, il n'a pas besoin d'apprendre le mandarin, puis l'espagnol, puis faire du zumba. Il a besoin d'autres choses, mais si on ne leur dit pas, eux, ils se disent que éducation, enseignement, classe, école, ils mettent tout ça ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose à développer là. Puis, j'apporterai aussi une petite nuance. Je connais des excellents CPE. J'en connais de moins bonne qualité aussi. Je connais des excellentes garderies subventionnées, puis j'en connais des moins bonnes aussi. Fait que oui, les CPE, c'est très, très important, mais les garderies qui sont subventionnées, souvent, il y en a quelques-unes qui offrent des très bons services. Fait que je voudrais nuancer aussi un petit peu à ce niveau-là. C'est pour ça tantôt que je disais qu'il y a des garderies, même commerciales, qu'on appelle, qui vont offrir un bon service. C'est sûr que quand on regarde au niveau des études, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même, au niveau de la qualité, qui relève aussi par rapport à les éducatrices qualifiées. Je sais que ces milieux-là, qui sont nos CPE, comme les garderies qui sont subventionnées, sont aussi les gens qui reçoivent nos stagiaires. Donc, si on leur envoie des stagiaires, c'est parce qu'à quelque part, on sait qu'il y en a qui offrent des bons services. Moi, je trouve ça important qu'on fasse attention avec le terme commercial. Ça me passe un peu par moment parce que j'en connais qui sont très, très bonnes aussi. J'ai envie de dire, c'est comme des plombiers, des électriciens, il y a des bons, les moyens. Effectivement. Des moins bons, mais il reste quand même. Madame, commercial, là, c'est privé non subventionné. C'est ça qu'on entend par garderie commerciale. Les privés subventionnés ne sont pas des garderies commerciales. Elles sont, ou devraient être, sans but lucratif. Bien, ce sont tous des commerces, c'est le terme commercial. C'est la nouvelle réglementation qui s'en vient sur le taux de présence des enfants en CPE. Et ça, pour moi, c'est comme la cerise sur le Sunday. Parce que quand on parlait d'un centre de la petite enfance, quand on disait tantôt dans nos beaux discours que l'enfant était au centre d'eux, le CPE, c'est aussi favoriser la relation parent-enfant. Et là, pour moi, après 34 ans dans le milieu, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Et je connais un CPE à Montréal, une deuxième installation qui devait ouvrir et qui se spécialisait là, pour les 0-30 mois, 40 quelques places, et qui n'ouvrira pas ses portes parce que la période où les enfants ont le plus de chances de rester à la maison, c'est entre 0 et 30 mois. Donc, ils ont calculé qu'ils n'arriveraient pas à un taux de présence au-delà de 70-72 %. Et donc, comme c'est juste 72 % de présence, je connais des parents qui, présentement, s'arrachent les cheveux et pleurent en se faisant dire « tu ne peux pas prendre de vacances cet été avec ton enfant ». On dit ça présentement au Québec à nos enfants et à nos parents. C'est ça qu'on dit dans les CPE présentement. Alors ça, pour moi, là, c'est comme, je dis, là, tout ce que Gaétan a dit, tout ce que tu as dit tantôt, je suis tout à fait d'accord, ça fait partie du topo. Il y a une baisse de qualité. L'enquête Grandir en qualité vient d'être refaite. Oui, les CPE continuent d'être meilleurs, mais des fois, je trouve qu'on se tape les bretelles un peu trop vite parce qu'il y a une baisse de qualité aussi dans les CPE de façon générale. Il y a plus de soutien pédagogique dans les CPE, on le voit très bien.
Alors, je trouve qu'il y a des croûtes à manger. Il faut vraiment se relever les manches. Il va falloir refaire la bataille qu'on a faite dans les années 90. Il faut comme la recommencer. Moi, je vous le dis, là, je suis un petit peu découragée de ce qui se passe au Québec présentement. Puis je suis d'accord à dire que c'est comme si il n'y avait pas de résonance sociale présentement sur ce qui est en train de se passer avec le. Puis j'ai envie de dire, par rapport au taux de présence, moi je sais que ce qu'on entend aussi, et qu'on essaie de faire virer la vapeur, c'est que par rapport au taux de présence, pour justifier que des enfants changent de groupe, parce que là, pour pas remplir tes groupes, tu vas donner congé à ton éducatrice plus tôt, puis là, tu vas changer l'enfant de groupe, et là, on sait très bien, donc, toute la stabilité, la constance. Tu sais, on sait dans le programme éducatif, on parle que toute la notion d'attachement, c'est à la base même. Mais là, il y a comme un discours, moi, ça fait une couple de fois que je l'entends, puis à chaque fois, je le fais, oh, OK, je le relève assez rapidement. Où est-ce qu'on dit, mais dans le fond, c'est un lieu de socialisation. Donc, il va pouvoir socialiser avec plus de gens. Bon, à chaque fois, c'est bon, l'arrêt fait, OK, puis là, je fais, OK, est-ce qu'on pourrait revenir aux connaissances sur le développement de l'enfant? Est-ce qu'on pourrait, mais comme pour être capable de répondre à des impératifs économiques, on est en train de tordre un peu la patente. Fait que, pas un peu. Mais de plus en plus. Et c'est là, Martine, que je te rejoins par rapport à la qualité, où est-ce qu'il faut absolument rester très, très, très vigilante. OK? Parce que, effectivement, le glissement va se faire assez rapidement. Suzanne de Jonquière. Ben moi, j'étais là en 79 quand il y a eu la première loi sur les services de garde. Fait que mon histoire remonte à... Je finis ma carrière dans la rue avec les pancartes. Je trouve ça terrible. Ça, c'est ce que je voulais dire. Fait que on a amélioré, mais on a reculé passablement. Moi, il y a 3 idées que je voulais vous soumettre parce que vous travaillez pour la QCPE. Moi, je trouve qu'il y a un absent, on n'est pas présent dans les lieux de concertation importants. Moi, dans la région, chez nous, on n'a plus de mécanisme de concertation des CPE. Le regroupement, le gouvernement l'a tellement affaibli, il n'y a plus de permanence. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour soutenir les parents dans tout ce que vous avez dit, pour soutenir les directions, pour coordonner l'action. Nous, il n'y a plus personne qui fait ça. Il y a un vide terrible. Puis, je dirais, le fait que les gens ne soient pas politisés, qu'il n'y ait pas l'information, ça donne plein de pouvoir au Parti libéral, au gouvernement en place. Et moi, ça, je trouve ça terrible. Une deuxième menace dont vous n'avez pas parlé, c'est la place de la Fondation Chagnon dans le développement des services à la petite enfance, qui ont un cadre d'analyse qui part d'un bon point de vue. Les enfants de milieux défavorisés qui ne sont pas accueillis dans les CPE, mais c'est toute la réglementation qui fait que les enfants de milieux défavorisés ne peuvent pas fréquenter. C'est aussi le fait que le gouvernement n'avait pas prévu que les installations seraient aussi populaires avec les parents. Parce que moi, j'étais là quand ils ont distribué les premières places dans la région chez nous. Puis les statistiques, là, c'était une enquête qui avait dit, il avait demandé aux parents, voulez-vous envoyer votre enfant dans un milieu familial ou dans une installation? Puis dans ce temps-là, les garderies n'avaient pas bonne presse. Mais quand ils ont vu que le gouvernement investissait, que ça donnait des bons services, les parents ont voulu avoir ce service-là. Mais là, on a été, je dirais, victime de la qualité des services qui s'est donnée. Et puis là, on est dans un retournement qui est économique, mais qui est aussi, moi je dirais, qui est politique dans le sens qu'on laisse toute la place aux dirigeants, puis on n'a plus de structure de représentation. Moi, je dirais qu'un des problèmes, c'est la centralisation des services. Nous autres, chez nous, on appelle ça la montréalisation des services. Tout se passe à Montréal, il n'y a plus rien dans les régions, mais ça affaiblit toute la population du Québec. Puis vous savez qu'on est une région nationaliste, mais quand on vit en région, on est obligé de se prendre en main. Puis quand on n'est plus capable de se prendre en main, bien, ça fait des affaires comme on est en train d'être témoin. Donc, moi, je dirais les fondations privées jouent un rôle important actuellement dans les orientations. Ils ont créé plein de lieux de concertation. Les CPE ne sont pas présents chez nous, là, les tables d'avenir d'enfants, Québec en forme. Les CPE sont très peu organisés dans leur représentation. Des fois, il y en a un qui décide pour une raison ou pour une autre d'aller siéger, mais il n'est pas le porte-parole, il ne fait pas circuler l'information. Il n'y a aucun mécanisme, ça laisse la place à tout le monde. Puis il y a un intervenant majeur que vous avez oublié,
dans la petite enfance, c'est le ministère de la Santé. Parce que pour tout ce qui est les organismes communautaires à la famille, puis présentement, moi je dis ça, c'est les garderies de 1979. Les maisons de la famille, les organismes communautaires qui opèrent des jardins d'enfants communautaires, c'est des organismes qui n'ont pas beaucoup de budget. Le personnel n'est pas toujours qualifié pour travailler auprès des enfants. Souvent, c'est des travailleuses sociales, des éducatrices spécialisées. Ce pas les gens les mieux formés pour donner des services aux enfants. Mais c'est opéré par un autre ministère. Fait que là, on a une déconcertation. Moi, je dirais dans une recherche, peut-être, je pense, c'est de l'ordre du discours plus que des faits. On voulait créer des lieux de concertation, mais on est dans une désorganisation complète au niveau du Québec. Puis moi, je me dis, en tout cas, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est se mettre ensemble, parce que là, notre absence de solidarité avec les CPE, avec les regroupements, avec la QCPE, entre l'AETE et la QCPE. Moi, je siège à un comité national sur les saines habitudes de vie. La QCPE est rentrée membre de cette table-là. En fait, membre. On n'est pas membre, on est choisi par le gouvernement. Il décide qui interpelle. Puis il n'avait pas interpellé ni les profs en TE, ni les CPE, mais il parlait de saines habitudes de vie petite enfance. C'était terrible, là. Les profs en TE n'étaient pas là, puis les CPE n'étaient pas là non plus. Puis là, c'est les clubs 4H, c'est les maisons de la famille, c'est les organismes communautaires qui jasent ensemble, puis c'est un comité national, là, créé par le gouvernement du Québec, par interpellation. Fait que moi, je pense qu'on a un problème politique qui est une menace sérieuse à toute notre... Parce que peu importe ce qu'on dit, là, moi, en tout cas, ça fait 35 ans qu'on est dans ce discours-là, puis j'y crois. Mais je pense que si on ne s'organise pas politiquement, on se fait organiser, puis là, on est victime de notre désorganisation. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous partager. Puis là, j'ai 35 ans d'expérience des CPE et des garderies, puis je vois qu'on est désorganisé, complètement. Et non seulement on est désorganisé, mais on favorise cette désorganisation-là, juste pour faire du pouce par rapport aux régions. Je sais que nous, à la QCPS, on trouve ça hyper important, même si on est un organisme national, on trouve ça hyper important que les régions soient vivantes, parce qu'il y a toujours des réalités bien particulières à chacune des régions. Sauf que déjà, juste avec les coupures, il y a effectivement toute la Naudière, il y a l'Abitibi, il y a Saguenay, Outaouais, donc il y a plusieurs régions qui n'ont plus de permanence parce qu'ils n'ont plus les moyens de ça. Donc, ça veut dire que c'est des DG qui tiennent ça à bout de bras, comme ils peuvent, qui ont le deuil à faire. Je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pendant 25 ans, il y a eu le regroupement qui existait. Ils ont été obligés de fermer les bureaux l'année passée. C'est une transition qui n'a pas été facile parce que là, c'est comme, OK, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, comment refaire différemment. Mais pendant que tout ce monde-là est en train aussi d'essayer de se réorganiser dans quelque chose qui se font désorganiser. Donc, c'est évidemment pas facile. Puis effectivement qu'il faut être présent. Il faut être dans les lieux, mais il faut être là pour avoir une réelle influence, puis de ne pas hésiter à dire les choses. Je pense juste à la semaine dernière, c'est la semaine dernière qu'il y a eu l'Observatoire des tout-petits qui présentait pour la maternelle 4 ans. Donc, ça aussi, il y avait quelque chose qui était très biaisé en partant. Parce que c'était vraiment pour la maternelle 4 ans, comme si c'était la panacée, comme si c'était là. C'était décidé. Ça avait l'air vraiment décidé quand on regardait les questions. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là où est-ce qu'il faut dire, OK, quand je vois des personnes qui présentent, quand je choisis des personnes qui disent qu'un vaut l'autre, ça, c'est des questions, je veux dire, tout est fait parce que là, c'est le gouvernement qui choisit. Fait que tant qu'on va les laisser choisir, c'est nous autres qui va être organisés. On ne participe pas à l'organisation. Moi, ce que j'entends, il y avait des trucs sur la qualité. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut revenir à ça, et ça va être possible si on travaille ensemble. Exactement. Et je crois que c'est ça qui devient super important, d'être présent, hein, puis j'arrête là-dessus. Et c'est déjà, le temps file, hein? Je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête quand il y a des lieux possibles où on peut être présent, où est-ce qu'on peut parler, mais je crois qu'il faut aussi, je vais dans ton sens, Suzanne, être présent où est-ce qu'il y a des concertations le plus possible, avoir de l'influence. Et je reprends ce que Marie-Ève a dit, c'est important que la population soit au courant et qu'on les informe.
À la QCPE, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir la semaine prochaine. Je vais vous donner un peu le scoop. Oui, oui, t'as dit scoop. Ben, on veut partir puis faire une commission et partir partout au Québec pour parler de l'importance du réseau. Mais pas au niveau économique, mais au niveau de la qualité de ce que ça apporte. Et parce qu'on se rend compte, on va tout à fait dans le sens de ce que Marie-Ève apportait. Quand on se parle entre nous, on est convaincus, mais de parler à des convertis, des convaincus, ça ne change pas grand-chose, sinon que de nous dire oui, 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 ou de nous mettre encore plus en tabarnouche, parce que de voir que merde, ça ne marche pas, puis tout ça. Et donc, on s'est dit, il faut être capable que quand on se retrouve dans un souper de famille, qu'on n'entende plus « dans mon temps, c'est le même, c'est tellement mieux » ou pas mieux, mais on se débrouillait, tu sais. Dans ton temps, tu allais aussi dans une bécosse en arrière de la maison, puis tu pompais l'eau, mais bon, c'est autre chose. Mais que les gens puissent voir ça autrement que sous l'aspect économique, qu'ils voient ça autrement que ce soit de dire « Ah, c'était une garderie », et que ce soit donc plus large que juste nous à l'interne, et ce qui fait aussi que les parents qui sont à l'extérieur d'une certaine... Tu sais, nous autres, on est au cœur, les parents sont là autour qui nous tirent quand on pense à tout le système. Bien, ils s'impliquent dans un CA, c'est déjà super, mais qu'ils comprennent l'impact qu'ils peuvent avoir, puis qu'ils prennent ce pouvoir-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, de faire reconnaître l'importance du réseau, que ça devienne une responsabilité partagée des acteurs principaux du réseau. Et moi, ça vous inclut, je considère que vous faites partie du réseau, mais que ça soit aussi une responsabilité partagée par tous et qu'on soit là pour défendre ce réseau-là. Si demain matin, on disait, on oublie les hôpitaux, on diminue, de toute façon, on diminue déjà les services de santé, mais si on y allait de façon aussi drastique au prorata qu'on le fait pour les réseaux écoute, tout le monde serait dehors. OK? Donc, c'est ça qu'on veut souhaiter, de créer ce mouvement-là. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, relevons ce défi-là, puis ayons la conviction que c'est possible aussi, et de ne pas être juste dans la morosité de « Oh non, il n'y a rien à faire », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'au tout début, il y a des gens qui ont rêvé de créer un réseau. On leur a dit « Vous êtes des maudites folles », parce que c'était beaucoup des femmes. « Vous n'avez pas d'allure, ça se fera pas, c'est impossible. » Ben oui, ça s'est fait. Puis en 97-98, il y en a eu un réseau et il y a eu une société qui a dit « Hey, on a envie d'être fous de nos enfants. » Ben moi, je pense qu'il faut retrouver ça et qu'on redevienne fous de nos enfants. C'est ce que je nous souhaite.